Canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Je suis très content, je renoue le dialogue avec Olivier Père qui était venu il y a bientôt 2 ans, je crois, pour nous parler d'un film de Paul Verhoeven, La chair et le sang. Voilà, c'était il y a pratiquement 2 ans et je l'ai harcelé, c'est vrai en plus. Je lui ai dit, quand est-ce que vous revenez? Quand est-ce que vous revenez? Il m'a dit, bah, le plus Oui, important, il faut trouver un sujet. oui, C'est c'est ça vrai. qui va être compliqué. Et on a un sujet, enfin, quoique, Oui, on a un sujet, on a un cinéaste, c'est Marco Bellocchio. Alors, il y a aussi une actualité, il faut le dire. On profite de cette situation, c'est que il y a, alors, Olivier Père, je rappelle, d'abord critique de cinéma, journaliste, il a été aussi programmateur, directeur artistique de pas mal de festivals. Et aujourd'hui, il a son blog, hein, bien évidemment, et qui est dans le lien descriptif, dans le lien de la vidéo, mais surtout, il est directeur général Arte France Cinéma et directeur de l'unité cinéma d'Arte France. Et donc, tout ça, c'est un concours de circonstances, et en même temps, il y a une cohérence. On va parler de Marco Bellocchio, et 3 longs métrages et une série plus une conversation, et j'insiste bien sur le mot conversation entre Olivier Père et Marco Bellocchio, tout ça disponible sur Arte TV. Et même pour aller plus loin, j'ai envie de vous dire, les points dans les poches, c'est jusqu'au 14 novembre, ainsi que Fait de beaux rêves jusqu'au 14 novembre de cette année. Il y a Marx peut attendre, si vous l'avez jamais vu, c'est un film impressionnant, jusqu'au 31 octobre 2024. Il y a la série Esterno Notte. Si vous avez vu Buongiorno Notte, vous comprendrez qu'il y a pas mal de similitudes, mais ça, on va certainement en parler. Ça, c'est jusqu'au 15 août 2024. Et il y a cette conversation entre vous, Olivier, et Marco. Alors là, par contre, on a le temps. C'est-à-dire que ceux qui ne l'ont pas vu, ils ne peuvent pas, c'est pas possible. C'est 30 juin 2027. Voilà. Donc, oui, il y et puis a. la conversation, c'est une collection de conversations qu'on a inaugurée comme ça, qu'on a mise en place avec l'offre Artekino, c'est-à-dire que c'est des conversations, Artekino Conversations qui sont disponibles sur plusieurs territoires, qui sont sous-titrés et qui effectivement nous donnent le temps de converser avec un cinéaste ou une cinéaste, parfois sur un seul film, et quand c'est des gens comme Bellocchio ou François Ozon ou Michel Haneke, il y a évidemment matière à parler de toute l'œuvre, et c'est vrai qu'on prend le temps, donc c'est autour d'une heure de conversation. Et Marco Bellocchio, on a fait cette conversation quand il était à Paris au moment de la promotion de Rapito, l'enlèvement, son dernier long métrage de cinéma en date. Voilà. Alors, je suis persuadé d'en avoir parlé il y a 2 ans avec vous, peut-être 2 minutes, mais je vais quand même revenir là-dessus parce que c'est quand même très important. C'est toujours aussi impressionnant ce que vous proposez, hein, via le site, via cette plateforme en matière de conversation et de propositions. Enfin, j'avais très envie de le dire parce que voilà, c'est important. C'est très C'est une important. manière d'éditorialiser les films que nous proposons à l'antenne et sur la plateforme. Et c'est vrai qu'Arte.tv est devenu aujourd'hui une vraie plateforme, alors qu'il propose aussi des documentaires, des magazines, des fictions, tout ce que Arte montre à l'antenne. Mais c'est vrai qu'il y a une offre cinéma qui est de plus en plus Mm. riche et qui propose, et on aime bien regrouper les films en cycle autour d'un auteur ou d'une autrice. Donc en ce moment, bon, il n'y a j'allais dire, que 4 films de Marco Bello on aurait aimé faire plus, mais certains n'étaient pas disponibles malheureusement, donc on les proposera sans doute plus tard dès qu'ils le seront. Mais en ce moment, on peut voir tous les films de Michel Haneke. Il y a un large cycle consacré à Catherine Corsini, à Claude Lelouch. Enfin voilà, on fait des regroupements par auteur, et dans la mesure du possible, on essaye aussi de les rencontrer, de discuter avec eux. Ouais, ça se passe, c'est très agréable. Bah, j'imagine, je veux bien vous faire confiance là-dessus. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien qui renvoie à tous les films, ainsi que la série et la conversation. Donc là, pour le coup, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Et on le dira pendant toute l'émission. Première question extrêmement simple, hein, mais on en parlait hors caméra. Il faut un peu de pédagogie aussi, c'est très important. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qui est ce Marco Bellocchio? Eh bien, Marco Bellocchio, c'est un cinéaste italien très important, qui est un cinéaste qui est né en 39 et dont la carrière
a débuté au mi-temps des années 60. Donc, on pourrait dire que c'est un cinéaste de la génération évidemment post-néo-réaliste en Italie et même post-nouvelle vague, puisqu'on sait qu'il y a des cinéastes italiens qui ont débuté leur carrière dans les années 60 et qui, de près ou de loin, ont été influencés par le cinéma de Godard, de Truffaut, de René, enfin de la nouvelle vague italienne. Donc on pourrait dire que Bellocchio est un contemporain de Bertolucci. Bertolucci, quand il fait Prima della Rivoluzione aussi, on est dans la même époque. Et Pasolini un peu plus tôt, au début des années 60. Et Marco Bellocchio, bon, qui fait des études de cinéma, on pourra revenir sur son enfance et sur sa famille, puisque l'importance qu'a la famille dans les films de Bellocchio vient directement de sa relation avec sa propre famille. Il réalise un premier long métrage en 65, qui est un véritable coup de tonnerre dans le paysage du cinéma italien et du cinéma européen, qui s'appelle Les poings dans les poches, I pugni in tasca, que l'on peut, et c'est bien, voir sur arte.tv, parce que ça permet de voir à la fois le premier film, qui sont donc Les poings dans les poches, et la dernière œuvre en date, qui s'appelle Esternonote, et qui est une série télé, mais qui, selon moi, est un très grand film tout court. Enfin, on pourrait dire que c'est une série télé géniale ou un très grand film ou un très long film en 3 ou 4 parties. Mais on voit que Bellocchio, ce qui caractérise Bellocchio, alors qui a eu une importance, dont le travail a été très important dans les années 60, dans les années 70, enfin, qui a eu une carrière au long cours. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de lui au présent, que ce n'est pas un grand maître du passé, un grand maître du cinéma italien qui serait mort ou qui aurait cessé ses activités ou qui serait sur le déclin. C'est quelqu'un dont on peut vraiment parler au présent, parce que contrairement à d'autres, moi j'ai le sentiment, enfin j'ai même la conviction que Bellocchio n'a jamais été aussi grand aujourd'hui, hein, en 2024, hein, 2023, 2024, que tout au long de sa carrière, et que c'est pas, on a vraiment un grand maître du cinéma en activité, un des plus grands cinéastes européens en activité, et qui a derrière lui une œuvre, bon, qui est d'une cohérence incroyable, qui raconte beaucoup de choses de l'Italie, qui raconte beaucoup de choses de lui-même, mais on peut voir l'évolution. Et contrairement à des signes d'essoufflement qu'il peut y avoir, même chez certains grands cinéastes, ou de répétition, ou de fatigue, là, voilà, c'est un cinéaste qui a plus de 80 ans, qui est dans une forme olympique, mais je dirais dans une forme artistique extraordinaire, puisqu'il a enchaîné des films comme Le Traître, qui est un film sur la mafia, cette série Esternonote, et ce film L'Enlèvement, et ce documentaire Marx peut attendre, qui est un documentaire qui semble avoir une forme très, très modeste, hein, très simple. C'est Bellocchio qui discute avec les membres survivants de sa famille, et puis aussi ses enfants, qui est une sorte de roman familial, mais qui vient éclairer d'une manière extraordinaire toute l'œuvre, puisque c'est un film qui revient sur le suicide du frère jumeau de Bellocchio, qui s'appelait Camillo, qui s'est suicidé dans les années 60. Et ce thème du suicide et du drame familial secret, caché, du refoulé un petit peu familial, c'est quelque chose dont il va parler dès son premier film, dès Les poings dans les poches. Et il va en parler tout au long de sa carrière, dans des films très intimistes, mais aussi dans des films historiques. Dans Les poings dans les poches, alors, c'est pas le premier plan, parce que le premier plan, c'est une lettre anonyme. On pourra y revenir après à ça. Je crois que c'est quelques plans après. La manière comment le personnage principal, Alessandro, joué par Lou Castel, arrive dans le film pour la première fois, je sais pas si vous vous souvenez, il est dans un arbre et il saute. Donc, il arrive comme ça. Et je trouve ça génialissime, parce que si on devait faire des symboles, peut-être de manière extrêmement basique, mais je trouve ça intéressant que Bellocchio arrive de cette manière dans le cinéma italien. C'est-à-dire qu'il aurait pu venir comme soit au théâtre, donc de droite à gauche, je crois, ou par là. Non, lui, il arrive par en haut et d'un seul coup, subitement, soudainement. Voilà, Oui, j'avais oui, vu ça récemment et je trouvais ça passionnant.
Oui, oui, parce que c'est un film de révolte, hein, c'est un film de colère, c'est un film extrêmement violent dans ce qu'il dit et dans ce qu'il montre. Euh, Bellocchio est issu d'une famille d'Émilie-Romagne, donc c'est plutôt le nord de l'Italie, hein, euh, entre Gênes et Milan. L'Émilie-Romagne, dans une petite ville d'Émilie-Romagne, et dans une famille de la moyenne bourgeoisie catholique très, très traditionnelle. Il perd son père assez tôt, qui meurt d'un cancer. C'est un ingénieur, je crois. Et là aussi, il y a quelque chose un peu de secret, de tabou. C'est quelque chose dont on n'ose pas parler. Et donc, c'est une famille nombreuse. Hein, ils sont catholiques, donc je crois qu'ils sont 5 ou 8. Enfin, en tout cas, il a de nombreux frères. Il a 4 frères et 2 sœurs, je crois. Et sa mère, donc, qui va les élever seule, est une femme très, très croyante, très, très catholique, à la limite de la bigoterie. Et il y a quand même quelque chose. Il y a 2 thèmes, hein, si on devait simplifier dans l'œuvre de Bellocchio, dans tous les films. C'est la famille, évidemment, et c'est la folie. Quelque chose qui va beaucoup traiter. Et forcément, les deux sont liés. C'est en gros, pour dire, c'est la famille qui rend fou, quoi. À chaque fois, il est question de névrose liée à un contexte familial aliénant, oppressant, et dont le héros n'a qu'une seule envie, c'est de régler ses comptes, de s'échapper, ou au contraire, une sorte d'implosion, d'autodestruction radical qui est celui de la solution, entre guillemets, des poings dans les poches. Il commence vraiment par son film le plus explosif, je dirais. D'ailleurs, c'est un film très, très choquant parce que, et quand on découvre que ce qu'il raconte dans Les poings dans les poches est finalement très proche de ce qu'il a vécu lui, enfant, adolescent, jeune homme, ça rend le film encore plus terrifiant. Il y avait déjà la folie dans sa famille. Il avait un frère aîné, le plus grand fils de la famille, était schizophrène. Donc c'est un de ses premiers souvenirs, c'est enfant, les hurlements de ce frère dans la maison où il était enfermé. Ça se voit dans Les poings dans les poches. C'est un autre, c'est pas le frère aîné, mais c'est un frère cadet qui a un handicap mental. La mère est aveugle. Le personnage de Lou Castel que vous avez évoqué est épileptique. Donc c'est vraiment une famille, j'allais dire, pourrie de l'intérieur, une forme de dégénérescence comme ça, du fait que c'est une famille qui vit recluse sur elle-même. Et il y a un frère aîné qui assume dans Les poings dans les poches le rôle du père absent. C'est un substitut du père, donc qui essaye de gérer un peu cette famille quand même de fous, quoi, où tout le monde se dispute, se tape dessus. Il y a un rapport incestueux suggéré entre Lou Castel et la sœur, parce qu'ils sont que 4 dans le film, et la mère est aveugle. La mère est non seulement elle est bigote, mais elle est aveugle. Donc on voit quand même un terreau très très chargé dans Les poings dans les poches, où effectivement Lou Castel va être une sorte de double romanesque de Bellocchio, au point où que Bellocchio va envisager dans les années 80, va faire un film qu'on peut assimiler presque à une suite, enfin en tout cas un prolongement des poings dans les poches, qui s'appelle Les yeux la bouche, où Lou Castel endosse une nouvelle fois le rôle du double cinématographique de Bellocchio, qui est quand même un film qui commence par le suicide du frère jumeau. Donc là, il n'y a vraiment plus d'ambiguïté, il parle vraiment de lui et de sa famille. Il y a d'autres films où ce n'est pas l'histoire de la famille de Bellocchio, mais c'est des histoires de famille avec des thématiques assez proches, comme Fée de beaux rêves, justement, qui est un film moins étudié, moins connu peut-être, mais qui date des années 2010, qui n'est pas du tout autobiographique, parce que Bellocchio a adapté un roman. Mais il a trouvé un roman qui lui a beaucoup parlé par rapport au thème que le roman évoque, parce que c'est 30 ans de la vie d'un homme qui, pendant ces 30 ans, enfin en tout cas une large partie de sa vie, va chercher à comprendre pourquoi et comment sa mère est morte. Il a un vague souvenir enfant de la disparition de sa mère. Évidemment, on lui a caché la vérité. Et donc, ça va être une sorte d'enquête psychanalytique
pour savoir, en puisant dans ses souvenirs, pourquoi sa mère est morte et sa mère s'est suicidée. Le suicide est un thème qui revient aussi très, très fréquemment dans l'œuvre de Bellocchio. Et puis il a fait des films comme Le sourire de ma mère, L'ora di religione avec Sergio Castellitto, qui est aussi un film sur la famille et sur le poids de la religion dans la famille bourgeoise italienne. Il faut savoir que le cinéma italien s'est emparé de beaucoup de sujets de société, hein, depuis le cinéma de Rossellini. Il y a eu des films sur la mafia, il y a eu des films politiques, il y a eu des films... mais la religion catholique, enfin s'attaquer à la religion catholique, ça reste très tabou en Italie. Il y a très peu de films, finalement, très peu de cinéastes qui ont osé le faire de manière aussi frontale que Bellocchio. C'est assez significatif dans plusieurs de ses films. Et puis donc ce modeste documentaire, Marx peut attendre, là pour le coup, il y va franchement, il fait un documentaire, il va interviewer, enfin il va discuter avec ses sœurs, avec ses frères, avec ceux qui ont survécu, et il va mener une enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi son frère jumeau Camillo s'est suicidé dans les années 60, enfin juste après mai 68, à une époque où Bellocchio était le jeune cinéaste en colère, le jeune cinéaste à la mode dont tout le monde parlait, qui avait eu des succès avec Les Poings dans les poches, avec La Chine est proche, qui était dans l'engagement politique, enfin qui avait vraiment l'avenir s'ouvrait à lui, et son frère jumeau, et c'est assez déchirant dans la manière dont il en parle, a lui eu le sentiment d'avoir tout raté, de ne pas avoir trouvé sa voie, contrairement à son frère, qui a maladroitement ou désespérément cherché de l'aide, ou en tout cas qui n'a pas réussi à exprimer ce malaise qu'il ressentait, parce que c'était quand même une famille d'intellectuels très cultivés, très engagés. Lui, il n'a pas brillé à l'école, il était devenu prof de gym, donc il avait un sentiment d'échec, de ratage, et il s'est suicidé. Et ça, c'est quelque chose il a fallu des années pour que déjà certaines personnes de sa famille, certains membres de sa famille acceptent ce suicide, parce que les sœurs il y a une des sœurs qui est très catholique et qui refuse l'idée qu'il se soit suicidé, et que Bellocchio analyse. Alors si la psychanalyse forcément joue un rôle important dans sa vie et dans son travail, pourquoi son frère a fait ça, et pourquoi lui n'a pas pu l'aider, ou n'a pas pu l'entendre, ou a été impuissant face à cette détresse d'un être qui lui était très proche. Je peux même pas vous poser la question de savoir si le film Marx peut attendre a créé une espèce de répercussion sur le cinéma de Bellocchio, parce que c'est un film qui vient vraiment, vraiment, vraiment après une longue filmographie, voire même, on va en parler ça certainement, il y a une partie dans sa filmo dont je suis contemporain, c'est à partir de La Nourrice. Je devais avoir 23, 24 ans, et je sais pas que je découvrais Marco Bellocchio. On va dire si, je découvrais. C'était une belle manière d'entrer dans l'œuvre de Bellocchio, parce que La Nourrice, d'après Pirandello, qui a été montré à Cannes, mais vraiment apparu et à beaucoup d'autres personnes comme une renaissance, hein, un retour en force de Bellocchio. Exactement. C'est un film qui initie un retour de Bellocchio sur le devant de la scène, avec beaucoup de films réussis. Parce que Bellocchio, je parlais de sa longévité, de la qualité, de la quantité, de l'importance de son œuvre. C'est un cinéaste qui a connu un gros passage à vide dans les années 80. Ça, c'est assez rare. Il aurait pu en parler aussi. Pour quelle raison? Parce que je pense qu'on lui a, à tort, je sais pas, mais en tout cas, c'est intéressant. Vous parlez de psychanalyse. Pour des raisons assez faciles à expliquer, c'est que alors Bellocchio, comme tous les jeunes intellectuels de sa génération, hein, je pense à Bertolucci ou d'autres, il a été très très jeune politisé, hein, dans le marxiste. On
On a même dit que Les Poings dans les poches était un film qui, d'une certaine manière, annonçait mai 68. Enfin, il a vraiment été un cinéaste marxiste engagé durant les événements de mai 68. Puis le maoïsme, comme beaucoup d'autres. Heureusement, ce n'est pas une période qui a duré très longtemps. Il a rapidement pris ses distances avec l'engagement politique et avec le maoïsme, mais il a quand même fait des films et un court-métrage qui est sur cet engagement-là. Et puis ensuite, il s'est intéressé de très près à la psychanalyse et à la folie. Alors d'abord, la folie, alors on comprend pourquoi, si on connaît son histoire personnelle, l'histoire de sa famille, mais il est entré dans l'univers de la folie d'abord par un angle qui était moins intime, moins personnel, qui était plutôt institutionnel. Il a fait un documentaire sur des asiles psychiatriques en Italie qui s'appelle Fu Adelier et qui s'inscrit un peu dans le mouvement de l'antipsychiatrie, qui était aussi très à la mode à l'époque. Et après, il va réussir à aborder le thème de la folie, là pour le coup d'une manière très intime et avec un film qui est vraiment un de ses meilleurs films, qui s'appelle Le saut dans le vide. Le saut dans le vide, c'est un film de 1982, je crois, qui est aussi une étape très importante dans sa carrière, qui compte parmi ses meilleurs films, et qui est un film italien interprété par Michel Piccoli et Anouk Aimée, qui a valu d'ailleurs à ces deux comédiens le prix d'interprétation masculine et féminine à Cannes. Et c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui vivent presque en autarcie dans l'appartement familial lugubre, fantomatique. Lui, il est juge et elle vit recluse, elle ne fait rien et d'une certaine manière, il l'a fait passer pour folle. Enfin, en tout cas, elle est totalement inadaptée à une vie sociale, tandis que lui est juge, donc a une certaine assise réputation sociale dans son métier. Ce qui est fascinant. Alors, Piccoli est génial, Anouk Aimée est génial aussi, on s'en doute. Et ce qui est incroyable dans le film, c'est qu'on découvre qu'en fait, le vrai fou, c'est lui. Et que c'est lui qui est complètement fou et qui a enfermé sa sœur dans ce rôle-là, alors que lui et la manière dont il mène une enquête, enfin une affaire, va le conduire à un acte, là aussi, très symbolique dans le film. Le film commence par un suicide, un saut dans le vide. On ne sait pas comment pourquoi cette femme est tombée de la fenêtre. Et à la fin, c'est lui qui se jette par la fenêtre. Donc, c'est un film très important où, dans la fiction, il met en scène des relations familiales très, très troubles et il fait intervenir la psychanalyse. Après, quand je disais que sa carrière dans les années 80 est un peu bizarre, c'est qu'il est tombé un peu... il a suivi... il a fait une thérapie et une thérapie collective avec un psychanalyste italien qui s'appelait Massimo Fagioli et qui était un personnage un peu... je ne sais pas si on peut dire pas très fréquentable, mais en tout cas qui a eu une certaine assise là aussi, qui a eu une certaine influence dans les milieux intellectuels italiens, mais qui était un psychanalyste très anticonformiste et qui avait développé des théories et même des pratiques un peu fumeuses, on va dire, et l'emprise qu'il a eue sur Bellocchio, on peut parler d'emprise, c'est un peu celle d'un gourou, quoi. Et d'ailleurs, Fagioli il a fini par être radié de l'ordre des psychanalystes en Italie. Enfin, et il était farouchement anti-freudien. Il haïssait Freud, donc il a écrit des bouquins comme ça Et donc Bellocchio, sous l'emprise des théories de ce Fagioli, a réalisé des films là aussi sur la sphère intime, mais plus sur la sexualité. En mêlant sexualité et politique. Et je pense que ce n'est pas ses meilleurs films parce qu'on sent trop l'influence de Fagioli qui s'est imposé. Enfin, je ne sais pas si c'est imposé, c'est plutôt lui, Bellocchio, qui a proposé à Fagioli d'être
scénariste ou co-réalisateur. Il a même dédié le Diable au corps c'est quand même rare qu'un cinéaste dédie son film à son psychanalyste. Et moi, j'ai découvert, enfin, à l'époque, adolescent, j'avais vu Le Diable au corps, parce que c'est un film qui avait fait beaucoup parler de lui, parce que c'était fait un film à scandale. Après, il a fait La Sorcière avec Béatrice Dalle, il a fait Autour du désir avec Claire Debout. Et c'est des films qui, aujourd'hui, paraissent quand même très datés à tout point de vue, et qui proposent une vision de la femme, de la féminité, de la sexualité, assez contestable et assez misogyne, qui vient sans doute de la mauvaise influence de Fagioli, puisque les films qu'avait fait Bellocchio avant et les films qu'il a fait ensuite après ont aussi proposé, et surtout ceux qu'il a fait après, d'ailleurs, vous parliez de La Nourrice, ont proposé des très beaux portraits de femmes et d'actrices, et on peut absolument pas le soupçonner de misogynie. Mais c'est vrai qu'on était dans les années 80, où c'était la mode de dénuder les actrices, de faire des films d'auteur un peu érotiques. Alors là, Le Diable au corps, c'était Marouchka Detmers, qui sortait de Prénom Carmen de Godard. Enfin voilà, c'est des films que j'ai revus, et malheureusement, je dois dire que ne m'a pas été possible de les réévaluer à la hausse. Enfin, donc c'est bien de démarrer avec La Nourrice, qui est un film là aussi sur la bourgeoisie, et comment une femme de la bourgeoisie très, très éduquée a un sentiment de rejet envers son enfant, et que l'enfant est confié à une nourrice. Et c'est aussi un film, au-delà d'une analyse de l'hystérie féminine ou des névroses féminines, est aussi un film très politique sur les rapports de classe, parce qu'évidemment, il y a un rapport maître et domestique entre cette élite bourgeoise et cette jeune femme qui est une méridionale, et qui vient à la ville pour devenir nourrice et servante dans une grande famille. Donc après La Nourrice, il va continuer à faire des très bons films, et puis il y en a un qui est très important aussi, qui est Buongiorno Notte, qui est un film sur l'affaire Aldo Moro. Et cette affaire une affaire passionnante, enfin en tout cas qui a été un moment très important dans l'histoire contemporaine de l'Italie, va être le sujet. Il va refaire un film sur l'affaire Moro avec Esther Nonotte, qui est le contre-champ total de Buongiorno Notte. Buongiorno Notte, on est avec Moro, qui est donc séquestré par ses ravisseurs, des militants d'extrême gauche qui ont kidnappé Moro, qui était cet homme politique de la démocratie chrétienne, qui était sur le point de faire un ralliement historique entre la droite et la gauche. Et cela ne lui a été pardonné ni par la droite ni par la gauche, justement. Esther Nonotte, c'est tout ce qui se passe autour de l'enlèvement de Moro. Donc on voit très peu Moro, on le voit un peu au début, un peu à la fin, mais en revanche on voit tout ce que son kidnapping, son enlèvement, va provoquer sur le plan de sa famille, évidemment, mais aussi du Vatican, des sphères politiques, et aussi de ses ravisseurs, comment ils ont organisé l'attaque de la voiture de Moro, tuer ses gardes du corps, et ensuite comment ils vont décider de son sort. Et Buongiorno Notte était un très grand film, mais moi je trouve qu'Esther de Notte est vraiment un chef-d'œuvre. Mais il va beaucoup plus loin avec Esther Nonotte, si je me souviens bien. Il y a aussi, alors je dis pas qu'il joue avec l'histoire, mais il Il maîtrise tellement. envisage plusieurs hypothèses possibles, parce Exactement, qu'évidemment, exactement. derrière l'enlèvement de Moro, il y a eu toute une série d'hypothèses, un peu comme, alors, pas sur le mode complotiste, mais c'est vrai que, comme je le disais, Moro était devenu à la fois était un homme politique extrêmement respecté et aimé, qui était l'ami du pape, enfin qui était un démocrate chrétien, mais qui gênait et dérangeait beaucoup dans son propre camp. Donc en fait, il y a la théorie selon laquelle les démocrates chrétiens ont laissé pourrir l'affaire, n'ont pas voulu ou ont mal négocié avec ses ravisseurs, parce que finalement ça les arrangeait
que Moro soit tué, ne soit pas libéré. Et puis, il y a effectivement dans les sternonautes la probabilité de l'intervention des services secrets américains, puisque les services secrets américains, enfin, on sait que les États-Unis ont eu un regard très, très, très lourd sur l'Italie après la guerre, puisque ils ont quand même, ils ont libéré l'Italie. Ensuite, ils ont installé beaucoup de gens là-bas et ils se servaient un petit peu de l'Italie comme d'un laboratoire politique. Et cet équilibre, ce qu'on a appelé l'équilibre de la terreur, c'est-à-dire cette période très sombre des années de plomb en Italie, où le pays a été pendant 10 ans secoué par des assassinats, des attentats, des enlèvements, à la fois commis par des groupuscules néofascistes et les Brigades Rouges. C'est une situation qui a été, j'allais dire, entretenue volontairement, enfin en tout cas, ça a arrangé aussi les États-Unis, qui est ce désordre qui règne en Italie et que la gauche ne puisse pas s'installer durablement au gouvernement. Voilà. Mais quand on voit par exemple la série Esternonauté, quand on voit le premier film de Bellocchio, Les poings dans les poches, ce qui est troublant et en même temps il y a une cohérence parfaite, c'est que c'est toujours une déconstruction de l'intérieur. Je veux dire, dans Les poings dans les poches, ça se passe entre familles, c'est dans la famille, c'est pas comme par exemple, pardonnez-moi, c'est une comparaison un peu grossière, je l'avoue, mais dans Théorème de Pasolini, c'est un étranger qui arrive et qui va créer des répercussions. Et j'ai l'impression que chez Bellocchio, il y a toujours de cela, c'est que ça soit dans une au sein de chaque institution qu'il questionne, ça se passe toujours de l'intérieur. Il n'y a pas un élément étranger. Non, c'est à l'intérieur que la déconstruction se fait. L'autre figure récurrente, l'autre motif récurrent, à la fois sur le plan thématique et esthétique de l'œuvre de Bellocchio, c'est l'enfermement. Tous ces films sont des films d'enfermement. Dans Les poings dans les poches, on est enfermé dans la maison familiale pendant tout le film. Et il s'y passe des choses terribles parce que justement les gens sont enfermés entre eux. Et c'est d'ailleurs, il a tourné dans la vraie maison familiale, la maison où il avait grandi. Il s'est ensuite intéressé aux institutions de la société italienne, mais qui sont des institutions aliénantes, qui sont des institutions d'enfermement. Un pensionnat catholique au nom du Père, les asiles, tout ça ce sont des structures d'enfermement qui sont des structures de contrôle. Les casernes dans La Marche triomphale, il a fait aussi un film qui se passe dans une caserne pendant le service militaire, où on voit une violence comme ça, à la fois psychologique et physique. Bon, l'affaire Moro, c'est une histoire de séquestration. Comme je le disais, Le saut dans le vide est un film d'intérieur. Voilà, Bellocchio est un cinéaste d'intérieur qui a beaucoup travaillé dans des lieux clos, qui sont soit des lieux réels, soit des reconstitutions en studio. Quand il a eu plus de moyens, il a vraiment souhaité, un peu comme l'a fait Haneke dans Amour, il y a moins longtemps que ça, Le saut dans le vide est construit de la même manière. Il a reconstitué à l'identique un appartement tel qu'il l'envisageait pour raconter son histoire par rapport à sa mise en scène et par rapport certainement à ses souvenirs d'enfance. Et il y a aussi quelque chose de très important chez Bellocchio, c'est que l'appartement, le lieu clos, la maison, c'est le reflet de l'intérieur des personnages. Donc, on peut employer la définition de Deleuze de film cerveau pour parler des films de Bellocchio. Quand on est dans l'appartement du personnage joué par Michel Piccoli, on est dans sa tête. Et c'est le cas aussi des poings dans les poches ou de plein d'autres films. Donc, c'est vraiment... il s'est rarement essayé, enfin, c'est pas un cinéaste de la fresque du grand spectacle, même quand il fait Le Traître, qui est une saga mafieuse qui se déroule dans plusieurs pays sur plusieurs années. On passe du Brésil à l'Italie. Le cœur du film, le centre névralgique du film, ce sont les scènes de procès, où on est
est enfermé dans une salle de procès et les inculpés sont dans des cages de verre, comme ça s'est passé dans la réalité. Donc, oui, l'enfermement, mais bon, j'ai parlé de folie et de famille, donc là, l'enfermement, je dirais que ça forme une trilogie, une sainte trinité, et que les trois vont bien ensemble. Il y avait aussi, que vous évoquiez l'enfermement, et ça va me permettre aussi peut-être de rebondir sur la mise en scène, sur le style Bellocchio. Moi, je pense à un film, là, qui fait encore partie de cette, pas si on pourrait dire la dernière partie, j'en sais rien, mais en tout cas après 1999, un film qui m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup impressionné à l'époque, c'est Vincere, qui revient Oui. sur les premières années de la vie politique de Benito Mussolini. Un Ouais. film impressionnant. Et moi, j'ai des souvenirs de spectateurs suffocants parce que les plans étaient incroyablement tendus et on est dans l'enfermement pour le coup. Et ça me permet aussi de vous poser la question, que sont très basique, hein, vraiment très basique, par rapport à ce mot qui veut dire tout et pas grand-chose, le style. Est-ce que je ne pense pas que ce que je viens de dire sur Vincere, ça soit quelque chose de représentatif de la filmo de Bellocchio, parce qu'il a fait d'autres films où il n'y avait pas forcément des gros plans. Mais cette manière d'insuffler une forme de suffocation dans la mise en scène, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait, pour le coup, être plus élargi? Oui, oui, alors c'est bien que vous citiez Vincere, parce que c'est un film très important, et au même titre que les deux films sur l'affaire Moro, ce sont des films qui traitent directement de l'histoire de l'Italie, parce qu'on parle de l'intimité, de l'autobiographie de Bellocchio, mais il y a toujours eu l'interaction entre ce qu'il a vécu lui et ce qu'a vécu l'Italie, ce qu'a vécu, je dirais, l'Italie de la seconde moitié du XXe siècle, surtout, mais aussi avant, puisque Mussolini, enfin son film sur Mussolini, il choisit de Mussolini avant qu'il accède au pouvoir, et c'est Mussolini, c'est pas un biopic de Mussolini, c'est Mussolini, mais vu par les yeux de sa maîtresse, qui est une femme dont il a caché l'existence, avec qui il a eu un enfant et qu'il n'a jamais voulu reconnaître. Donc le film est raconté de ce point de vue-là, de ce point de vue d'une femme. Et ce qui intéresse Bellocchio dans l'histoire, c'est d'individualiser l'histoire, c'est-à-dire de vraiment parler de l'histoire à partir de personnages qui ont existé, mais avec lesquels il prend beaucoup de liberté avec la réalité historique pour construire son film et pour insuffler les idées, enfin ce que lui inspire ce moment de l'histoire et surtout ces personnages. Alors pour revenir au style, oui, il y a un style qui est, bon, forcément, comme on a parlé de l'importance du huis clos ou d'un cadre serré, c'est des films où l'on, je dirais, où l'on complote beaucoup, où l'on murmure, où l'on chuchote, où il y a cette intimité passe aussi par la manière dont les personnages de parler entre eux ou de s'exprimer. Il y a beaucoup de monologues, de discours intérieurs. On est effectivement très près des personnages. Et il y a une influence dont Bellocchio parle dans notre entretien, et qui le distingue des autres cinéastes italiens. Parce que le cinéma italien, bon, il y a quand même la révolution néo-réaliste, et quoi qu'on en pense, il y a, à partir de ce moment-là, et même avant, il y a eu des précédents avec certains films de Matarazzo dès les années 30 ou 40. Le cinéma italien a un rapport très fort avec le réalisme. Même, ça peut être un réalisme, il peut y avoir de la poésie, comme chez Pasolini, il peut y avoir du baroque, comme chez Visconti ou Fellini, mais même les films de Fellini, ils entretiennent un rapport très, très étroit avec la réalité. Il y a certains films, des films comme la Dolce Vita ou Ginger et Fred, on pourrait presque les considérer comme des documentaires sur l'époque qu'il filme, ou sur le sujet qu'il filme. Bellocchio se distingue de ce courant rossellinien, on va dire. Il n'est pas du tout enfin, il n'est pas très rossellinien. Il est plutôt buñuelien. Et il y a une influence importante chez Bellocchio, c'est le surréalisme. Pourquoi ? Parce que il y a beaucoup de rêves dans ces films. Le rêve joue un rôle très important. Et le rêve a une fonction souvent de révélation, non pas d'explication, mais en tout cas de travail sur la mémoire.
Et il me disait largement préférer des scènes de rêve plutôt que faire des scènes de flashback. Parce que le flashback, tout de suite, devient très explicatif. Voilà, une relation de cause à effet. On revient sur un événement antérieur pour comprendre ou expliquer la situation présente ou future. Le rêve, ça mélange toujours, enfin, c'est une version forcément, une distorsion de souvenirs. Et quand, par exemple, il veut parler de l'enfance dans le saut dans le vide, on voit le frère et la sœur quand ils étaient enfants. C'est pas un flashback, c'est un rêve, c'est une scène de rêve. Et d'ailleurs, il y a comme ça des enfants qui se promènent. C'est le même appartement, c'est le même lieu, donc c'est le même espace, mais c'est pas le même temps. C'est comme s'il y avait et c'est pas le, et c'est, il y a différentes valeurs d'image. Il y a une image qui est une image mentale, une image onirique, et il y a la réalité de l'appartement. Donc, et Buñuel avait salué les poings dans les poches au moment de sa sortie, je crois, et je pense que Bellocchio est finalement beaucoup plus proche de cinéastes comme René ou Buñuel que de Godard. C'est des cinéastes qui préfèrent et qui ont plus compté pour lui qu'un cinéaste comme Godard, qui lui, au contraire, a beaucoup influencé Bertolucci ou Pasolini. Quand vous parlez alors bah, là, ce que je vais vous demander, c'est pas du tout prévu, hein, donc c'est de votre faute, j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire. Quand vous me parlez du rêve et du flashback, j'ai envie de vous proposer quelque chose. Je me dis, c'est pas son côté fordien, parce que quand on voit un film comme Liberty Valance, le rêve, c'est un peu la légende, quoi. Il y a une forme de distorsion par contre du souvenir, alors que le flashback, on essaie de retrouver une réalité. Et moi, je me souviens, et là, excusez-moi de mettre cette parenthèse extrêmement subjective, mais je me souviens, en 99, j'écrivais pour un fanzine, et j'avais écrit sur la nourrice, et j'avais, je sais pas, théorisé un truc qu'il y avait un film extrêmement fordien enfin, pardonnez-moi, j'avais plagié, on va dire ça comme ça, des idées sur la théâtralité chez Ford entre Oui, l'entrée et les oui, oui. sorties. Et j'avais trouvé ça il y avait de cela dans la nourrice beaucoup. Et là, quand vous me parlez de rêve et de flashback, je pense à Valence avec la fameuse phrase qu'on connaît très bien sur la légende. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de cela aussi chez Bellocchio? Non, c'est une idée intéressante, surtout sur la théâtralité, ce que vous évoquez par rapport à la théâtralité. C'est vrai que John Ford, c'est pas seulement le cinéaste des grands espaces de Monument de Vallée, c'est un cinéaste où la théâtralité, là aussi l'intérieur, hein, les scènes d'intérieur, L'homme qui tue à Liberty Valance, c'est un western d'intérieur quasiment, hein, qui se passe Carrément. où je pense aussi au Sergent Noir, qui est un film de procès, où le lieu du tribunal joue un rôle très important. Et il y a chez Bellocchio cette théâtralité-là. Je ne l'ai pas évoqué, mais il y a aussi un rapport assez étroit entre Bellocchio et le théâtre. Et il a d'ailleurs, je ne sais pas s'il a mis en scène des pièces de théâtre, je ne crois pas, mais il a adapté au cinéma La Mouette et Le Prince de Hambourg. Donc il a au moins fait ces deux adaptations théâtrales de Tchekhov et de Kleist. Et il y a une théâtralité dans son cinéma qui justement vient rompre avec le néoréalisme et apporte non pas un sentiment d'artificialité, mais peut-être quelque chose de l'ordre de l'abstraction ou de l'onirisme, qui n'est pas du tout absent de l'œuvre de Ford. Donc c'est une comparaison osée, mais très intéressante. À développer. Mais il n'y a J'ai pas pas de. parlé, j'ai pas parlé avec Bellocchio de son rapport au cinéma Ouais, américain, parce que c'est vraiment quelqu'un qui, je pense, dans les racines culturelles, intellectuelles, sont très européennes. mmh, Après, comme tous les cinéphiles de sa génération, oui, je ah oui. pense qu'il a sûrement vu des films de Hitchcock, de Ford, de Hawks, et qu'il aura appliqué, comme a pu le faire Bertolucci, une grille politique, puisqu'on Mmh. peut aussi tout à fait faire une lecture marxiste de Ford. Et effectivement, comme
et que on peut. Alors, la comparaison a été faite, elle est très pertinente entre le cinéma de Straub et celui de Ford, par exemple, Mhm. mais on pourrait aussi faire une étude sur les rapports entre Bellocchio et Ford, sur Ah, les ah, scènes, ah, les scènes de c'est pas procès, sur les scènes de ouais. procès, par exemple. Comme dans Le Traître, par exemple, quelque chose de ce Ouais, genre-là. Mais j'ai l'impression que chez Bellocchio, ce rapport ce qu'on appelle le mythe, la fameuse figure du mythe, voire même la mythologie, c'est quelque chose qui peut le gêner, Ah ben oui, euh, complètement. Lui, carrément même. il est vraiment dans la démythification euh, de tout, des fondations de l'Italie ou de la culture italienne, de la mer, comme tout, commencer par la mer, hein, le Hmm. mammalisme, le culte de la mer, qui est le culte maternel, qui est très fort dans l'Italie, la culture italienne catholique. L'Italie est un pays très catholique. Les poings dans les poches, c'est quand même l'histoire d'un jeune homme qui pousse sa mère dans un précipice, qui la tue. Ouais. On peut pas être plus clair. Et ça continue dans d'autres films. J'allais vous le dire, et c'est pas fini après, c'est pas Non, fini. c'est pas fini. C'est moins Ça s'arrête violent, mais pas. ça continue. Voilà. Voilà. Et, euh, et puis quand il fait un film sur la mafia, par exemple, alors je parlais des institutions, je parlais de l'univers euh, de l'école, de l'asile, de la caserne, de l'église, de la famille. Il y a quand même quelque chose aussi qui est très important en Italie, qui est un système clanique qu'on peut, euh, qu'on peut apparenter à la famille et même à l'Église. C'est la mafia, bien entendu, qui est au cœur du traître. Et le but enfin le traître en tout cas, d'une certaine manière, c'est l'anti-parrain, c'est-à-dire que c'est un film qui n'a aucun regard romantique sur la mafia, qui est très réaliste, qui montre les mécanismes de la mafia et qui montre ces chefs mafieux comme des gens extrêmement vicieux, médiocres, des petits bourgeois ou des gens comme ça qui sont assez ignobles. Et même le traître, celui, voilà, ce personnage qui a existé, hein, je ne sais plus comment il s'appelait, qui a été un des premiers repentis et Hmm. qui a dénoncé plusieurs chefs de la mafia lors d'un retentissant procès qui a coûté la vie au juge Falcone, qui a été ça va être lors d'un attentat perpétré par la mafia. Il n'est pas du tout érigé en héros. C'est un personnage un peu pathétique qui, euh, qui se justifie en disant c'est pas moi le traître, ce sont eux les traîtres parce qu'ils ne respectent pas les règles, les lois ou l'honneur de la mafia. C'est un peu le sujet du film. Et il y a quelque chose qu'on retrouve aussi dans la plupart des films de Bellocchio, c'est la dimension très grotesque, la bouffonnerie des situations ou des personnages où pendant le procès, les procès ont lieu toutes sortes d'incidents qui ont une dimension presque shakespearienne dans leur bouffonnerie et leur trivialité. Donc, il y a aucun. C'est pas qu'il n'y a pas, il y a aucune. Bellocchio est un cinéaste qui remet tout en question, qui remet en question toutes les institutions, toutes les formes de pouvoir. Et la mafia est la forme de pouvoir à la fois la plus secrète, la plus cachée, aussi la plus puissante et la plus nuisible en Italie. Et il ausculte ça avec un regard sans aucune pitié. Alors, je rappelle encore et toujours, sur le site, il y a le lien dans le descriptif de la vidéo, sur le site Arte TV, vous avez 4, enfin, 5 rendez-vous importants. D'abord, on va commencer par la conversation
Ouais, que vous oui, ou avez. alors commencer par les points dans les poches, peut-être, non? Pour Oui, avoir plutôt, ouais, le parce que la premier film. conversation, c'est 2027, c'est vrai, vous avez raison. Non, non, le Et la premier film est. conversation, comme on parle des Oui. films, c'est mieux de l'avoir en dernier. Enfin, vous faites ce que vous voulez, hein, les Non, gens. mais vous avez raison. Les points dans les poches. C'est vrai que c'est bien d'avoir le premier film parce que là, c'est le Voilà, il y a premier. les points dans les poches et Fait de beaux rêves, ces deux films sont disponibles jusqu'au 14 novembre de cette année 2024. Esterdonoté, ça c'est bien avant, c'est 15, c'est bientôt, c'est le 15 août Dépêchez-vous 2024. de voir la série parce que c'est vraiment, pour moi, c'était le plus beau film de l'année dernière, tout genre confondu. C'est un très, 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 très beau Ah, film. je suis d'accord avec vous. Il y a Marx peut attendre, et je voudrais qu'on termine sur ce film-là. Je vais vous poser une petite question après. Alors, ce film disponible jusqu'au 31 octobre, et il y a la conversation entre Marco et vous, là, pour le coup, on a le temps, c'est jusqu'au 30 juin 2027. Mais en tout cas, tous les liens sont dans le descriptif de la vidéo. Vous n'avez pas le droit à l'erreur pour le coup. Marx peut attendre. Vous disiez que Bellocchio remet toujours en question certaines choses. Dans ce film qui est vraiment, vraiment impressionnant, hein, je trouve Mm. qu'il y a Mm. même des moments où on ne s'y attend pas avec cette lettre. Enfin, il y a pas mal de choses Très assez émouvant, impressionnantes. très émouvant. Qu'est-ce qui remettrait en question? Parce que ce film arrive quand même non pas au beau milieu de sa filmographie, il arrive pratiquement, enfin, il est en tout cas, le gros de sa filmographie est derrière lui. Il a beaucoup questionné et la famille et sa famille dans ses précédents films. Qu'est-ce qui remet en question dans ce film selon vous? Bah, disons, dans tous ses films, il a tourné autour d'une chose qui est le suicide de son frère jumeau. Enfin, Mmh. d'une manière ou d'une autre, puisque ces films parlent de suicide, parlent de secrets de famille, de trauma, de névrose. C'est quelque chose qui l'a hanté, qui hante tous ces films. Je pense que là, il a trouvé le moment. Ça raconte, c'est l'occasion d'une réunion familiale. Et au début, il dit voilà, c'est peut-être la dernière fois qu'on est tous ensemble. C'est le moment ou jamais. Voilà, c'est le moment ou jamais d'affronter frontalement cette question. Pourquoi il est mort et pourquoi on n'a pas réussi à le sauver. Et surtout, lui, pourquoi il n'a pas réussi à le sauver, parce que il était pris déjà un petit peu dans une spirale de la gloire. Déjà, c'était une famille provinciale, hein. Piacenza, c'est une petite ville d'Émilie-Romagne. Bellocchio, qu'est-ce qu'il a fait? Forcément, à partir du moment où il a voulu faire du cinéma, il est parti à Rome, puisqu'il n'y a qu'à Rome où on faisait du cinéma. Donc lui, il a réussi à s'échapper de ce milieu qui était extrêmement je sais pas, angoissant, mais en tout cas écrasant, un milieu familial très dur. Et il raconte des choses bouleversantes sur son pourquoi, voilà, deux enfants qui naissent à quelques heures ou quelques minutes d'intervalle, je sais plus, de la même mère, vont avoir des destinées aussi opposées. C'est ça Mmh. aussi qui est question. Et alors, forcément, c'est des choses qui peuvent paraître évidentes, mais qui ressurgissent 40 ans ou 50 ans après. C'est comme des souvenirs masqués, quoi, il se met à dire, voilà, mais vous vous rendez compte que Camillo, donc quand il avait 3 ans ou 4 ans, donc mon frère jumeau, il dormait pas dans la même chambre que moi à la maison, il dormait dans la même chambre que le grand frère schizophrène qui hurlait et qui proférait des insanités jour et nuit. Donc cet enfant a déjà été traumatisé par cette proximité avec le frère, que n'ont pas eu les autres. Ensuite, il a vécu, ce frère Camillo s'est laissé un petit peu aller, un peu de désœuvrement. Ça, vous savez comment les films, les Vitelloni, qui sont Mmh. ces adolescents attardés qui ne pensent qu'à faire la fête et être un peu dans leur confort comme ça provincial et qui là il s'est un peu laissé aller comme ça, profiter de la vie. Il a pas fait des études très très sérieuses. Après il l'a regretté, mais c'était trop tard. Et il y a quelque chose de déchirant aussi, c'est que il aurait quand Bellocchio commence à avoir du succès, son frère lui écrit une lettre en lui disant, mais de manière un peu cachée, enfin pas frontale, est-ce que tu pourrais pas m'aider? Est-ce que tu pourrais pas me trouver un boulot dans le cinéma? Enfin voilà, est-ce que tu pourrais pas et Bellocchio, sa fille lui pose, il a dit, mais tu lui as répondu, tu as répondu à cette lettre? Et il dit, je ne sais plus, je ne me souviens pas. Mmh. On peut imaginer la réponse. Mais il y a tout ça, enfin, c'est un enchaînement de situations terribles. Et on comprend que ça ait profondément marqué Bellocchio,
on comprend même s'il ne l'avoue pas, enfin, c'est pas une autoflagellation, il ne parle pas de faute ou de culpabilité, mais il y a une grande émotion à faire revivre le souvenir de ce jeune homme, en plus qui avait la même beauté, qui avait voilà, Bellocchio et Camillo étaient deux jeunes hommes très, très beaux, très, très séduisants, qui avaient voilà, tout pour réussir. Et ce jeune homme, Camillo, a sombré dans une mélancolie profonde, qu'il a à la fois professionnelle, émotionnelle, sentimentale, qui l'a conduit au suicide. Et je trouve que c'est plus fort, finalement, que tout ce qu'il a pu raconter dans des fictions, enfin dans des films comme Les yeux, la bouche, où il tourne un peu autour du pot quand même. Là, avec des moyens très réduits qui sont ceux du documentaire, hein, très, très simples, c'est juste des conversations, des quelques images, quelques photos d'archives. Il fait quelque chose qui, pour moi, a une dimension aussi grande que quand il fait un film sur Mussolini ou sur Aldo Lado, et qui est aussi un voyage dans la mémoire, dans une mémoire collective, pour dire voilà pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a conduit à l'exécution d'Aldo Moro, pourquoi Mussolini voilà, était un jeune militant socialiste très, très virulent, qu'est-ce qu'il est devenu après. Et il applique ça à sa propre existence. Si vous n'avez pas eu l'occasion de... Alors, bien sûr, il faut voir aussi Les points dans les poches, Fait de beaux rêves, Eterno noté, et puis la conversation, mais c'est vrai que Et Marx peut puis, il attendre. faut voir les autres. Alors, en plus, ce qui Ah est oui, génial, c'est qu'il est encore en activité. Donc là, nous, on a coproduit L'Enlèvement, qui est sorti l'année dernière, je crois, qui était à exactement. Cannes, donc qui sera diffusé l'année prochaine sur Arte. Et il prépare une nouvelle série. Une nouvelle série. Une nouvelle série historique aussi. Enfin, en tout cas, sur un fait très connu en Italie et moins connu en France, qui est l'histoire d'Enzo Tortora. Et Enzo Tortora, c'était un journaliste très connu de la télé, qui présentait le journal à la télé tous les soirs, et qui a été accusé d'être un membre de la mafia et d'être un trafiquant de drogue. Et il a été emprisonné. Et il s'était vrai que c'était une erreur judiciaire, il a passé le reste de sa vie à prouver son innocence. Il a été libéré, mais je ne veux pas tout divulgacher, comme on dit, mais c'est un fait réel. Donc, mais sa vie, sa famille a été détruite, sa vie professionnelle a été détruite, sa vie privée a été détruite, et sa santé aussi a été détruite. Il est mort peu de temps après qu'on ait rétabli son innocence. C'est quand même une histoire incroyable et très belle histoire pour Bellocchio. Enfin, Et toujours aussi cohérent dans... et donc, ça sera une mini-série sur Arte comme Esternonote. Ça sera pour l'année prochaine, pour Je ne sais 2025. pas, il est plein de projets. Hein. C'est quand même quelqu'un qui enchaîne film sur film, série, documentaire. Alors, donc, je viens de le dire qu'il a plus de 80 ans, mais il est je dirais, au top de sa forme, de sa forme de cinéaste, en tout cas. C'est une très bonne nouvelle. Espérons qu'il nous fasse une Manuel de Oliveira. Ça serait bien, ça, peut-être, comme Ah, on ben, dit. pourquoi pas. Allons plus loin. Je rappelle tous ces films qui sont disponibles actuellement sur le site Arte TV. Donc, il y a Les points dans les poches, Fait de beaux rêves, Marx peut attendre, Esterno noté. Et puis, il y a aussi la conversation entre Marco Bellocchio et vous, Olivier Père. Et d'ailleurs, vous êtes venu pratiquement 1 heure pour nous parler de tout ça. Et c'était toujours un plaisir. Merci Ben, beaucoup. c'est gentil, merci beaucoup, merci à vous. Et on continue le dialogue. On verra quand, dans 1 an ou 2, avec Quand vous plaisir. voulez, il y a le 1er août, il y aura une conversation avec Michel Haneke sur ses téléfilms qui sera mise en ligne, et on peut les voir aussi il y a un coffret Blu-ray. J'en parle parce que je reviens du Festival de La Rochelle qui rendait hommage à Haneke avec tous ses films. On a fait une table Ouais. ronde, et c'est aussi une œuvre qui mérite d'être revisitée. Je sais que parmi les abonnés de Microcine, il y a beaucoup de personnes qui aiment le cinéma de Michael Haneke. Ça, je le sais de source sûre. Merci beaucoup, Olivier Père, et puis à très vite. Merci à vous. Merci Samir, au revoir. Générique. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.